Entre ultimatum et négociations, il devient de plus en plus difficile de suivre les zigzags de Donald Trump sur l'Iran. Alors quelle devrait être la posture des Européens qui se font remonter les bretelles par le président américain? La solidarité transatlantique est-elle en train de se noyer dans les eaux d'Ormuz? Y a-t-il des leçons à tirer avant la prochaine crise? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Arnaud Danjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député européen, spécialiste des questions de défense, en particulier des enjeux de défense européenne. Vous êtes un ancien de la DGSE et du ministère des Affaires étrangères, membre du parti Les Républicains et un proche de Michel Barnier, que vous avez conseillé au Quai d'Orsay et à Matignon. Alix Franjal-Alves, bonsoir. Vous êtes coordinatrice du programme Risques et stratégie du German Marshall Fund, spécialiste de la politique intérieure et étrangère américaine, des questions de défense et de la géopolitique de l'énergie notamment. Vous avez récemment co-signé dans la revue Politique étrangère un papier sur la géopolitique de la seconde administration Trump. Laurie Kenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en études américaines à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous signez également une chronique mensuelle dans le magazine Rolling Stone. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, chez Odile Jacob, et plus inattendu pour un universitaire, un rock and roll trip, la route 66 en musique de Chicago à Los Angeles. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé de nombreux ouvrages, dont le dernier est paru en octobre 2025, Les fantômes de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain, aux éditions de l'Observatoire. Alors commençons peut-être par la situation à la fois militaire et stratégique autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Vous arrivez à suivre, Arnaud Danjean, la stratégie du président américain, commençant par le haut? Si tant est qu'on puisse parler de stratégie, ouais. C'est toujours le problème avec Donald Trump. En revanche, je ne suis pas certain qu'il faille être surpris en permanence. La surprise fait maintenant partie de la lecture qu'on doit avoir de la stratégie ou de ce qui en tient lieu. En tout cas. On est habitué au revirement, au changement de pied. On l'a vu sur le Groenland. Je rappelle quand même qu'il y a encore un mois et demi, tout le monde s'agitait gravement sur le Groenland. On en parle sur plus, l'Iran avec une autre intensité. Ça risque de revenir. Avant, c'était les tarifs douaniers. Donc voilà, sur chaque sujet qui s'est présenté à nous, Européens, sujets géopolitiques, commerciaux, on a eu ces allers-retours permanents de Trump. Donc la surprise fait partie intégrante maintenant de la lecture de la politique américaine. C'est très déroutant, évidemment. Pour autant, je pense qu'il y a malgré tout une certaine continuité dans toutes ces affaires. C'est que, et c'est ce peut-être à quoi on est en train d'assister aujourd'hui avec, semble-t-il, une tentative d'esquisse de sortie de crise, si on peut appeler ça comme ça, c'est que Donald Trump écrit le récit. Et il écrit ses vérités. Il peut sortir des énormités, ou ce qui nous semble à nous des énormités, mais c'est ce qui va faire foi, in fine. Sur le Groenland, il s'est un peu retiré en annonçant qu'il avait finalement gagné et obtenu ce qu'il voulait. Sur les tarifs douaniers, c'est la même chose. Je rappelle quand même que la stratégie de sécurité américaine qui est sortie au mois de décembre l'année dernière, la préface signée par Donald Trump, au bout de quelques lignes, vous avez cette affirmation incroyable et mensongère qu'il a mis fin à 8 conflits. Je crois qu'on en est à 9 et c'est passé dans son décompte personnel. Donc là, Donald Trump est dans une nouvelle phase, qui est une phase visiblement de relative détente, mais ça peut repartir dans l'autre sens très vite. La leçon à tirer de ça, c'est que c'est lui qui écrit le récit. Et donc s'il a envie de dire au peuple américain qu'il a gagné la guerre contre l'Iran, il trouvera les moyens d'affirmer qu'il a gagné la guerre contre l'Iran. Et vous pensez qu'il ne pourra pas être démenti par les Iraniens, par exemple? En tout état de cause... la réalité résiste quand même un peu à son récit, me semble-t-il. C'est certain, mais si vous avez une baisse d'intensité de la guerre proprement dite, et que, comme c'est vraisemblable, la focalisation se fait sur Ormuz seul, d'un certain point de vue, il sera relativement facile pour Donald Trump de dire « bon, j'ai affaibli le régime iranien », ce qui est vrai, j'ai détruit la partie critique des infrastructures militaires iraniennes, ce qui est vrai,
Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est la navigation maritime, c'est le détroit d'Ormuz. Et je vous avais dit que j'allais amener les Européens là-dedans, et on sait bien que si l'intensité baisse, nous irons, nous, d'une façon ou d'une autre aussi. Et il pourra essayer d'enrober ce récit en disant qu'il a gagné, finalement. Bon, alors vous voyez une porte de sortie. C'est une des hypothèses, mais avec lui, on sait jamais. Vous avez évoqué le Groenland. Est-ce que, justement, la pression exercée sur les Européens maintenant, sur cette affaire d'Ormuz notamment, elle vous paraît plus forte ou gérable pour les Européens, Alix Frangel-Alves? Je pense que justement il y a une séquence intéressante depuis la réinvestiture de Trump évidemment, avec la stratégie de sécurité nationale qui a révolté les Européens, ensuite les menaces vis-à-vis du Groenland, l'opération militaire au Venezuela, maintenant évidemment aussi la relation entre Trump et Poutine, les tarifs douaniers. Maintenant arrive donc... Ça fait beaucoup de contentieux. Ça fait beaucoup. Et on voit que c'est un vrai test d'unité aussi pour les Européens. Et cette guerre prouve qu'il y a une capacité des Européens à être assez unis sur la question. Enfin, les leaders européens, les uns après les autres, ont refusé de joindre une mission militaire américaine dans la région. Justement, le Premier ministre... Pedro Sanchez a en fait aussi montré, ouvert la voie, a pu dire que c'était possible de il est le seul à refuser l'usage des bases c'est le seul à refuser aux Américains. Et pour le moment, il n'y a pas de représailles américaines. Alors, Trump a évoqué un embargo sur l'Espagne, mais pour le moment, rien n'est fait. Alors, la question, c'est est-ce que c'est parce que les États-Unis sont tiraillés sur différents théâtres géopolitiques? Peut-être. Mais pour le moment, les Européens tiennent... Pour vous, la succession des crises mène à plus d'unité, finalement, du côté des Européens? Pour le moment, il y a évidemment un contexte géopolitique qui n'est pas facile pour les Européens, et il y a des scénarios où, on le voit déjà, qui sont déjà en train de se dérouler, où Donald Trump fait pression sur les Européens pour l'aider au Moyen-Orient. On voit aussi, il y a l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne hier qui pressait le Parlement européen à soutenir l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui a été passé entre Ursula von der Leyen et Donald Trump en juillet 2025, et qui profite aussi peut-être de cette situation pour se dire que les Européens doivent faire des concessions en échange, parce que sinon il va y avoir encore une fois une conditionnalisation du soutien américain à l'Ukraine, une réimposition des tarifs douaniers, et Trump est très créatif et très flexible, et c'est de là aussi que viennent les effets de surprise. Laurie Kenton. C'est la multiplication des crises, mais c'est aussi l'intensification, la brutalité, les insultes à répétition. Il y a eu des tensions avant, il y a eu des choses pas très aimables. Donald Rumsfeld qui opposait la vieille Europe et la nouvelle Europe, c'était déjà pas très très aimable. Oui, à l'époque d'Obama, à l'époque de l'invasion de l'Irak par les Américains, c'était assez tendu, notamment avec la France. Mais même avec Obama, que l'Europe de l'Ouest idolâtrait, il traitait notamment les Allemands de passagers clandestins de l'OTAN. Il y a quand même une certaine similitude entre l'attitude d'Obama et l'attitude de Trump vis-à-vis de la non-participation ou de la participation insuffisante des pays de l'Europe à l'OTAN, mais le style est très différent. C'était déjà pas très aimable de la part d'Obama, mais là ça devient très brutal. Ça a tendance à rassembler, pas complètement. On voit qu'entre Starmer, Royaume-Uni, et Macron ou Merz, c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques. Il y a aussi des dynamiques internes à l'Europe, autour de Giorgia Meloni, qui est quand même relativement proche de Donald Trump, qui se recompose. Et donc, en fait, on a une Europe qui est elle-même désunie, avec dedans des dynamiques qui font qu'on ne peut pas parler d'une seule voix. On peut s'opposer aux insultes de Trump, on peut refuser de s'inscrire dans une opération. C'est le degré zéro pratiquement de l'action commune, de ne pas faire. Mais ça va. Pour l'instant, il y a aussi ce qu'on n'est pas capable de faire de toute façon. Et puis il y a une question d'intérêt. Et il y a aussi une question de faire monter la pression en lui disant... Mais là, est-ce qu'on consomme la rupture, là, selon vous? Trump nous demande clairement de l'aider. Il dit, moi, les gens qui viennent après la bataille, ça ne m'intéresse pas. Et je m'en souviendrai, en gros. Il peut toujours dire ça. De toute façon, c'est vrai qu'on va passer d'une crise à l'autre. Ce qu'on n'a pas encore mentionné, c'est Cuba. Mais d'ici l'été, il y aura... on voit j'allais dire les soviétiques, mais non, c'est les Russes qui commencent à envoyer des bateaux du côté de Cuba. La sortie de crise, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi, j'ai gagné. C'est-à-dire une diversion
suivant et on passe à autre chose. CNN et tout le monde est à 100% sur la dernière affaire Cuba. On oublie l'Iran parce qu'on oublie très vite ce qui s'est passé hier. Et donc, on écrit un nouveau récit. Il y a une intensité médiatique qui est totale sur le nouveau champ. Et on laisse un petit peu la situation se décanter. Bon. Et effectivement, les Européens peuvent aller intervenir à Hormuz parce qu'il y aura moins d'intensité, ils auront moins de risques de se faire taper dessus parce qu'ils n'ont pas participé aussi à l'opération elle-même. Bon, je vois que vous êtes deux à penser qu'il y a des portes de sortie assez faciles pour Trump dans cette crise iranienne. Isabelle Lasserre, vous suivez ces sujets diplomatiques depuis des années. Vous avez déjà vu des tensions aussi fortes, même si il y en a eu par le passé, comme on l'a rappelé. Là, est-ce qu'on atteint un pic ? Oui, c'est un pic, mais la question d'une intervention militaire contre les installations nucléaires iraniennes, elle est vieille comme Hérode. Oui. Quand on suivait les négociations sur le nucléaire iranien, les Israéliens en parlaient régulièrement, ils avaient des plans d'attaque réguliers. La question de que ferait la France si les États-Unis et Israël attaquaient se posait déjà. Donc c'est en quelque sorte l'aboutissement c'est en quelque sorte l'aboutissement d'un processus et qui est permis parce que il y avait Trump et parce qu'il y avait Netanyahou et parce qu'il y avait Khamenei. Mais vous avez raison, mais on a quand même l'impression qu'il y a très peu de réponses qui avaient été anticipées. Non ? Aussi bien d'ailleurs l'impact sur le pétrole, sur Hormuz, etc. Alors, de la part des Israéliens qu'on n'entend pas sur le sujet. Les Israéliens avaient quand même ont l'air d'avoir plus anticipé. Donald Trump, alors d'un certain côté, ça a été anticipé par les militaires, parce qu'il y a eu des préparations de cette guerre. Elle a déjà eu une première partie au mois de juin, elle a été interrompue par Trump qui a arrêté le bras israélien pour aller plus loin, notamment contre les missiles balistiques et contre l'ayatollah. Mais je crois que la principale erreur de Trump a été de croire qu'il allait reproduire le modèle vénézuélien. Il voudrait faire c'est-à-dire que il l'a encore évoqué hier. C'est-à-dire que c'est le compromis parfait entre avoir une politique étrangère très dynamique et qui utilise parfois la force pour arriver à ses fins, et le respect de sa campagne électorale et de ses promesses qui disaient « on n'ouvre pas de front ». Donc cette méthode qui consiste à aller envoyer des avions frapper, comme ils l'ont fait au mois de juin, là c'est frapper les installations nucléaires et repartir, ou alors aller extirper un dirigeant, en l'occurrence Maduro, pour mettre un dirigeant qu'on appelle modéré pour l'occasion et qui n'aura de modéré, surtout le fait qu'il dira oui, qu'il obéit aux États-Unis. Donald Trump, et c'est normal puisque ça avait très bien marché le Venezuela, a cru qu'il allait pouvoir en faire un modèle. Et là, il a cru qu'il allait pouvoir trouver un mollah modéré. Alors, un mollah modéré, c'est comme les talibans modérés. Petit 1, ça n'existe pas. Et petit 2, c'est mécomprendre totalement la nature du régime iranien, donc, il qui est une dictature théocratique. Alors moi, je crois qu'on peut. C'est beaucoup plus compliqué que prévu, c'est certain. Plus compliqué que le Venezuela. Oui, et là, il est à un espèce de carrefour où soit il doit lâcher, soit il doit aller plus loin, c'est-à-dire avec des troupes soit il monte au en sol, puissance, soit etc. il négocie. Soit il monte en puissance, soit il négocie. Il n'y a pas de bonne solution, effectivement. Mais on peut pas, pour autant, on peut pas parler de... je pense qu'on ne peut pas parler d'enlisement au bout de 3 semaines. Oui. La guerre en Ukraine... Surtout sans troupes au sol. Elle a commencé dans sa 5e année. Peut-être que dans 10 jours, le régime iranien chutera. C'est pas ce qui est... C'est assez mal engagé, mais on ne peut pas l'exclure. Oui, Laurie Quinton, vous l'y ajoutez ? Ça devient de plus en plus cher. L'ardoise commence à être de plus en plus impressionnante. Il y a des midterms qui arrivent, ce qui n'était pas le cas en 2025. L'ardoise, ça inclut à la fois le coût de la guerre et les conséquences économiques, le prix du pétrole. Le coût humain. Il y a des soldats américains
Les soldats d'ailleurs, les Américains eux-mêmes n'en ont pas vraiment de soucis. Il y a le coût financier. On voit Pete Hegseth qui arrive au Congrès en disant voilà, j'aimerais bien avoir 200 milliards pour l'instant. Là, vous avez des gens qui commencent à ouvrir de grands yeux. On n'a pas élu Trump pour ça. Et puis il y a les coûts annexes, le coût à la pompe. Biden est tombé à cause du prix des œufs, pour schématiser. Là, le prix de l'essence, c'est un gros chapitre pour les midterms. Arnaud Danjean. Non, je pense que la difficulté qu'on a à lire tout ça, c'est qu'on ne sait pas quels sont les buts de guerre. C'est-à-dire à quel moment on peut dire mission accomplie, comme l'avait dit Bush pour l'Irak en 2003. Trump a tout dit. Donc, oui, donc c'est pour ça que je dis qu'il a pas mal de portes de sortie, en fait, en tout cas sur le narratif, sur la réalité de la situation. Ça sera toujours plus complexe que ce qu'il nous dira. Mais il peut très bien s'adresser, et encore une fois, il y a plusieurs publics auxquels il peut s'adresser. Mais pour le public américain, il peut, pardonnez-moi l'expression, vendre un succès. Il a décapité le régime iranien, ce qui est vrai objectivement. Il a cassé les infrastructures critiques militaires, balistiques et autres, ce qui est vrai objectivement. Si on lui rétorque que vous avez laissé des durs, encore plus durs, oui, ça et ça encore moins légitime ça, à la tête du régime. Ça, c'est à voir, parce qu'on a finalement très peu d'informations sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ce reliquat de régime iranien. Donc, même la personne dont on parle aujourd'hui, le président du Parlement, qui serait visiblement un interlocuteur possible, c'est quelqu'un... Vous savez, moi, les chutes de régime, j'y crois pas du tout. C'est rarement, on passe rarement d'un régime à l'autre, comme ça, sans transition, de l'intérieur. Et donc, typiquement sur un régime qui est un régime totalitaire, de cette nature, très complexe, malgré tout, parce qu'il y a les religieux, il y a les passes d'Aran, c'est plus complexe qu'on ne le croit avec quelque chose de très vertical. Et donc, vous allez forcément, à un moment donné, avoir évidemment des dissensions, des luttes de clans, et donc, ce régime peut évoluer, pas forcément tomber, mais il peut évoluer dans un sens qui sera peut-être plus conforme aux intérêts américains. Ça va se faire de façon peut-être pas spectaculaire, peut-être plus longue que certains ne l'espèrent. Moi, je crois plus à un scénario évolutif comme ça qu'à un scénario où, du jour au lendemain, l'Iran, le régime iranien actuel s'effondre et on le remplace par une démocratie laïque. Il ne faut pas rêver non plus. Pour être clair sur un point dès le début, est-ce que les Européens ont raison de ne pas se joindre à la guerre de Trump dans cette affaire, ou de ne pas... Il leur demande leur aide, une aide militaire, ne serait-ce même que pour ouvrir Hormuz, qui est une tâche très compliquée. Est-ce qu'on a raison ? Politiquement, je pense que oui, parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. D'abord, vous ne pouvez pas entrer dans un conflit comme ça simplement pour faire plaisir à M. Trump. Il faut de la planification, il y a une planification derrière, des objectifs, il y a de la coordination. Donc ça, c'était hors de question. Ça, c'est hors de question. Politiquement, c'est compliqué aussi, juridiquement aussi, d'un certain point de vue. Et donc, en revanche, ensuite, évidemment, cette question de la liberté de navigation, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on doit l'aider dans la diplomatie maintenant ? Essayer d'ouvrir des canaux, apparemment les Européens, avec les Égyptiens, les Turcs, les Pakistanais, enfin il y a beaucoup de monde qui s'agit en coulisses. Je ne suis pas sûr qu'on soit les mieux placés. Je ne suis pas sûr qu'on soit les mieux placés. Vous n'avez pas des révélations à nous faire ? Absolument aucune. Alix Frangel, sur votre question, si les Européens font bien de ne pas intervenir militairement, je pense, et je reviens encore à cet accord commercial, mais je trouve que c'est un bon exemple, parce que plus les Européens disent oui, plus l'administration américaine va en demander davantage. L'accord commercial, il faut rappeler ce que c'est. Voilà. C'était les 15% de droits de douane, plus des centaines de milliards d'investissements aux États-Unis. 750 milliards d'euros pour importer de l'énergie américaine sur 3 ans. Et surtout le symbole de Mme von der Leyen à côté de Donald Trump dans son golf, faisant super... on a obtenu un bon deal. Et comparer ce chiffre de 750 milliards, certes sur 3 ans, à un chiffre de 700 millions d'euros d'importation d'énergie américaine en 2024 seul. Ouais. Donc il y a vraiment cette dynamique de plus on dit oui... Alors pourquoi c'est exemplaire selon vous Parce que ça... Du déséquilibre de la relation ? Il y a un rapport de force complètement déséquilibré, bien sûr. Il y a une vraie dépendance européenne à l'énergie américaine, à la sécurité, à la défense américaine. Et cette décision qui a été prise en juillet dernier a montré que les Européens, à ce moment-là, ou du moins Ursula von der Leyen, avaient trop peur du risque au vu du contexte géopolitique, au vu de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Et
Et peut-être que, en fait, prendre ce risque de dire non à Trump est la meilleure décision pour les Européens aussi. Trump ils ont dit non sur le Groenland, ils disent non sur Hormuz. Bien sûr. Et puis pour le Groenland, ils ont aussi parlé de l'instrument anti-coercition, qui a aussi été une grosse étape, je pense, pour les Européens. Oui, sauf qu'on le met sur la table, sauf mais qu'on ne l'a pas utilisé. On ne l'a pas utilisé. Il n'y avait pas d'accord unanime pour l'utiliser. Et juste pour revenir, je suis tout à fait d'accord, sur l'accord le fameux accord commercial, il a déjà passé une première haie. Il a été adopté en commission du commerce international au niveau parlementaire. Donc ça y est, c'est amorcé. Et en fait, il y a une majorité aujourd'hui au Parlement européen pour adopter cet accord en disant ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Et donc, on ne va pas rajouter un irritant avec Trump en ce moment. Donc, on va faire passer ça relativement de façon discrète, parce que personne n'en entend parler. Mais il y a une première étape parlementaire de franchie. Alors qu'il y a quelques mois, sur l'affaire du Groenland, la première rétorsion qui avait été faite, avant même l'invocation de l'outil anti-coercition, c'était le Parlement européen qui avait dit on retire de l'agenda la validation de l'accord commercial, pour montrer qu'on voulait résister à Trump. Là, aujourd'hui, on ne résiste plus. Et ce qui s'entend à Bruxelles, c'est ça pourrait être pire, donc satisfaisons-nous de ces 15% de droits de douane. Parce que si en plus on lui dit non sur Hormuz et qu'il lui reprend l'idée de mettre 30% de droits de douane, il vaut mieux qu'entre-temps on ait validé les 15%. Oui, Laurie Kenton. Tout avec Trump, c'est un truisme, mais de rapport de force. Et très longtemps, on était dans l'idée que de toute façon, si on dit non, il va nous éclater la tête, parce que c'est Trump et qu'il aime les combats de catch et le grand spectacle. Et donc, on n'osait pas trop. Donc, d'un côté, on essaie de donner des gages, on essaye de s'accorder sur un moindre mal. Ça va faire mal, mais ça pourrait être pire. Et de l'autre côté, on arrive quand même à faire ou à ne pas faire des choses. Ne pas faire, c'est aussi faire. Qui montre quand même qu'on est capable de ne pas suivre aveuglément. Et là, c'est aussi une forme de peur et de rapport de force à l'inverse. On a peur des représailles iraniennes, qu'elles soient directes, terrorisme, ou indirectes, cyberattaques. Ils ont déjà montré qu'ils étaient quand même plutôt calés dans... La France a déjà été visée. Ah oui, mais justement... Irak. Est-ce que le président Macron a raison d'essayer de s'agiter pour essayer de monter cette coalition ad hoc qui puisse intervenir après la fin, le pic des combats, comme il l'a dit, dans le détroit d'Ormuz, avec peut-être des Indiens, des Japonais, des Allemands, des Italiens? Est-ce qu'on a raison d'anticiper la fin du conflit, d'essayer de trouver une place, un rôle à jouer? On a des intérêts. Mais on n'est pas les seuls, de très loin. Les pays asiatiques ont beaucoup plus d'intérêts énergétiques. Ils dépendent littéralement de Taïwan en particulier. Et nous, on dépend de Taïwan pour les semi-conducteurs. Donc en fait, on est tous plus ou moins liés, mais plus ou moins directement. Il faut que quelqu'un sorte un petit peu du bois. Si c'est Macron qui se pose un petit peu en courroie d'entraînement d'une action et que les autres, qui étaient un petit peu pusillanimes, qui n'osent pas, se joignent au mouvement, peut-être, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. S'il fait le geste, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on ne va pas rester comme ça, les bras croisés, à attendre que Hormuz rouvre par l'opération du Saint-Esprit. Enfin, Donald Trump, parfois, a l'air de penser que le détroit peut être ouvert par l'opération du Saint-Esprit. D'ailleurs, je vous propose qu'on l'écoute, c'est assez bref. You know, we don't use the strait. The United States, we don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but you know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself. Isabelle Lasserre, l'OTAN mise en cause, ils n'ont pas le courage de le faire. Trump qui écrit l'OTAN sans les États-Unis, c'est un tigre de papier. Toutes choses qui doivent faire plaisir d'ailleurs à Vladimir Poutine. Est-ce qu'on avance, selon vous, sur cette voie où Donald Trump finalement enterre un peu la solidarité transatlantique? Enfin, tant que les États-Unis sont dans l'OTAN, cette solidarité transatlantique a encore une existence, mais on a quand même l'impression... Ils ne vont pas sortir de l'OTAN, ils ont quand même intérêt à y rester. Ils ne peuvent pas sortir de l'OTAN, il y a une loi qui est passée sous Biden. On a quand même l'impression qu'il y a un glissement progressif et que les intérêts deviennent de plus en plus divergents. Ils sont retenus, parce qu'il y a des cordes de rappel, et notamment les Européens
Jusque-là, ils n'ont d'ailleurs pas trop mal réussi à garder les États-Unis au moins pour une petite partie pour l'aide à l'Ukraine. Donc il y a encore plein d'intérêts qui sont communs. Donc on ne peut pas parler de ça rupture. explique justement que Emmanuel Macron essaie d'apporter quelque chose à la solution du problème à Hormuz, par exemple. Le problème, c'est que la France est un petit peu démonétisée aujourd'hui. Il y a des élections l'année prochaine et donc tout le monde ne pense qu'à ça. Si le détroit d'Ormuz est bloqué et fermé jusqu'à l'année prochaine, l'initiative de Macron, elle fera pchit. La France a des problèmes économiques absolument importants qui grèvent toutes les propositions et toutes les initiatives qui sont faites par l'Élysée. Et en plus, on est dans un moment aujourd'hui où on est encore complètement dans l'utilisation de la force. C'est vrai au Liban, et c'est vrai dans le détroit d'Ormuz et en Iran, et on n'a pas du tout les leviers. D'abord, on ne veut pas s'engager dans la guerre, et ensuite, on n'a pas du tout la puissance, on n'est pas prêt à utiliser la puissance militaire qu'on a pour rentrer dans ce rapport de force. Donc, il y a une espèce de... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la teneur des propositions qui sont faites par les Européens et par la France, et le moment dans lequel on se trouve, qui est celui de la force, et qui est entièrement occupé par Donald Trump. Quant au détroit d'Ormuz, moi j'ai quand même l'impression qu'il sera rouvert quand il y aura un accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est soit la fin de la guerre, soit la fin du régime, soit un accord entre Washington et Téhéran qui permettra la réouverture d'Ormuz. Alors sauf si les pays du Golfe s'en mêlent, et là on est parti dans une autre logique, mais c'est pas de dire on va sécuriser le détroit d'Ormuz pour après quand il y aura la paix. C'est comme la coalition des volontaires, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui... Enfin Arnaud va peut-être me contredire, hein, mais qui est... Pourquoi pas, hein. C'est autorisé. Mais c'est quelque chose qui ne se déploiera que quand il y aura un cessez-le-feu. Or, Vladimir Poutine ne veut pas de cessez-le-feu, et d'ailleurs c'est un argument supplémentaire pour lui pour ne pas signer de cessez-le-feu, le déploiement de cette coalition des volontaires. Il y a un décalage, il n'y a pas le même timing, et il y a un décalage aussi dans le niveau de puissance qui est projeté. On n'est pas au même niveau. Malgré tout, quand le président Macron annonce le déploiement de 8 frégates, 2 porte-hélicoptères, un porte-avions, est-ce qu'il ne se met pas en première ligne de la deuxième ligne, si je puis dire? Et du coup, parce que c'est un peu le rôle traditionnel de la France, singulièrement dans ce moment de tension transatlantique, de montrer que la France peut offrir... le mot alternative est peut-être un peu fort, mais en tout cas peut offrir une option qui n'est pas l'alignement inconditionnel sur les exigences américaines, et puis pas l'inaction totale non plus. Donc on est dans cet entre-deux, avec les moyens qui sont les nôtres, mais aussi, comme le disait Isabelle, avec les limites qui sont les nôtres, et qui sont des limites essentiellement en termes de crédibilité politique. Parce que sur le constat, je pense qu'il y a une relative unanimité européenne pour dire, bon, la politique américaine imprévisible et un peu fantasque de Trump ne peut pas nous servir de boussole, et elle ne nous offre aucune garantie. Et puis l'inaction et la disparition totale de la géopolitique mondiale n'est pas une option non plus quand on est l'Europe, et donc il faut exister. Et de ce point de vue-là, la position française a un certain mérite, à vrai dire. Le problème, c'est que on n'est effectivement pas dans la même temporalité, dans la même intensité, et puis politiquement, on n'a pas la capacité d'entraînement qu'on pourrait avoir si on était un pays prospère, affirmé, que les autres ont envie de suivre. C'est pas exactement ce qu'on projette comme image aujourd'hui en Europe. Et puis il faut toujours garder à l'esprit malgré tout que les capacités que nous avons en France, même si nous les jugeons trop modestes et que nous souhaiterions qu'elles soient un peu plus robustes, elles restent à l'échelle européenne extrêmement robustes, et qu'il y a très peu de pays européens qui sont capables de nous suivre. Vous savez, quand on déploie une mission, alors avant de parler du détroit d'Ormuz, les années précédentes, on parlait de la mer Rouge, donc pour faire face aux Houthis, juste de l'autre côté de la péninsule
péninsule arabique. Et là, pour faire face aux Houthis, quand on arrive à déployer 3 frégates sur l'ensemble de l'échelle des pays européens, c'est le bout du monde. Donc vous imaginez pour Hormuz, donc dans un contexte qui est encore plus compliqué. Donc il faut toujours que nous, Français, nous ayons aussi à l'esprit que nous restons, malgré tous nos problèmes, un pays robuste militairement à l'échelle européenne et que beaucoup de nos partenaires européens n'ont pas ces capacités. Mais ça ne nous donne pas une responsabilité vis-à-vis de Trump, justement, nous mettre dans une position un peu plus délicate pour lui dire non? Nous, Français, je pense qu'on lui dit assez régulièrement non. Bon. Mais on est fidèle à la posture gaullienne. Ouais. Et donc, tout le monde a un peu intériorisé le fait que les Français sont le caillou dans la chaussure des relations transatlantiques. Donc, ce rôle-là, on sait le jouer parfaitement. Et avec d'ailleurs une relative pertinence, je trouve, intellectuellement parlant et politiquement parlant. La vraie question, c'est est-ce qu'on a une capacité d'entraînement sur les autres Européens ? En d'autres termes, la France dit la solidarité transatlantique très bien, mais il faut l'autonomie stratégique européenne comme ambition. En ce moment, qui est un moment très compliqué pour la relation transatlantique, on a tendance à dire cocorico, ça valide notre hypothèse, et donc les autres Européens se convertissent, et on l'a vu sur le Groenland, se convertissent à la vision française de l'autonomie stratégique. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois que les autres Européens valident volontiers le fait qu'on ait raison sur le constat, mais pour autant, leur dépendance transatlantique, qu'elle soit historique, commerciale, militaire, est telle qu'ils ne vont pas débrancher d'un seul coup et se rebrancher sur le logiciel français. Et nous, on a un peu de mal à comprendre que nos partenaires européens ne soient pas complètement sur notre logique. Et donc, c'est pour ça que quand nous, on dit non, les autres, ils disent non mais, oui mais, et que ça paraît un peu moins clair que notre position. Est-ce que justement... D'ailleurs, les pays de l'Est ne sont pas alignés sur le non européen, sur le détroit d'Ormuz. Oui. Il y a il y a un vrai chiffre. Et les Baltes non plus. Alors justement, est-ce que l'OTAN joue gros dans cette histoire Je voulais justement rebondir là-dessus, sur le sujet de l'OTAN, sur 3 choses. Déjà, effectivement, le fait qu'il y a une loi qui est passée qui, par rapport au retrait des États-Unis de l'OTAN, il faut 2 tiers... Qui empêcherait le président de sortir de l'OTAN sans le vote du Congrès. Les 2 tiers du Sénat. Mais on peut désamorcer la capacité de dissuasion de l'OTAN tout en restant dedans. Exactement, et ça c'est mon deuxième point, c'est le fait que ça ne l'empêche pas de décrédibiliser l'OTAN et les garanties de sécurité. Est-ce que l'OTAN fait encore peur à Poutine après enfin, je veux dire, avec Trump à la Maison-Blanche, c'est pas sûr. Exactement, mais il faut garder en tête quand même que malgré cela, l'OTAN reste selon moi un outil précieux pour Donald Trump parce que c'est un levier de pression qu'il emploie très visiblement dès qu'il le peut. Et c'est un club d'acheteurs d'armements américains aussi, non ? C'est le gros enjeu. C'est le gros enjeu. Celui qui a bien compris comment s'adresser à Trump, c'est Mark Rutte, qui est expert en flagornerie. Le secrétaire général de l'OTAN, néerlandais. C'est extraordinaire, le degré de flagornerie. Alors Trump ne voit rien, parce que lui, il adore ça. Mais il se ridiculise devant le reste du monde. Oui, mais bon, peu importe. C'est-à-dire qu'il a l'air de trouver que le jeu en vaut la chandelle, peut-être. Ouais. Mais ça veut dire finalement que Trump écoute. Il y en a un autre qui est un très bon interlocuteur de Trump dans un style très différent, c'est le Premier ministre finlandais, qui joue au golf. Ancien champion de golf. Et qui a permis à Trump de gagner un petit tournoi, donc ils sont meilleurs amis maintenant. On avait écrit un papier avec Jérémy Gallon, qui est un bon expert des États-Unis, sur ce sujet qui était les 27 nuances de transatlantisme qu'on rencontre aujourd'hui, j'allais dire de l'autonomie stratégique à la française jusqu'à la flagornerie totale de Rutte. Vous avez plein de nuances selon les pays et chacun croit qu'il a trouvé le moyen d'influencer Trump. Alors Rutte, c'est en versant dans la flagornerie totale. Stubb, qui est quelqu'un de très cérébré, de très subtil intellectuellement et très intéressant. Alors lui, il pense que c'est en jouant au golf qu'il va réussir à glisser quelques confidences à Trump. Mélanie, elle pense que c'est la proximité idéologique qui va lui permettre d'accéder à Trump. Nous, on pense que c'est en lui résistant un peu. Les Allemands vont essayer de trouver une autre corde. Enfin, chacun des pays européens... La vérité, c'est qu'on n'en sait rien et qu'on ne sait pas, in fine, ce qui fait tilt chez Trump pour le convaincre de faire un peu retraite sur l'histoire du Groenland. Les Français disent c'est parce qu'on a été ferme que Trump a reculé. Rutte dit c'est parce que j'ai offert une solution en le flattant qu'il a reculé. Vous voyez, chacun, mais à l'arrivée, on n'en sait rien. C'est un peu la boîte noire de savoir qui a raison. C'est peut-être le dernier qui a parlé, on n'en sait rien. Et cette incertitude est insupportable, mais malgré tout, on doit vivre avec ça. Et je pense que, fondamentalement, ça ne change pas totalement stratégiquement la donne du positionnement des Européens. C'est-à-dire que
à l'arrivée, à la fin du fin, il y a quand même cette idée qu'il ne faut pas trop dégrader la relation avec les États-Unis, malgré toutes les outrances que Trump peut sortir. Mais alors justement, si on fait un peu notre autocritique d'Européens, quand on voit que l'Iran tire des missiles désormais qui pourraient atteindre Diego Garcia, c'est-à-dire d'une portée de 4000 km, donc qui pourraient atteindre Berlin ou Paris, est-ce qu'on ne manque pas un peu de solidarité, objectivement, sur cet enjeu iranien ? Isabelle Lasserre ? C'est-à-dire qu'on pourrait raconter l'histoire différemment en disant que cette guerre est théoriquement aussi la nôtre, parce que, surtout la France, qui a été à l'avant-garde des négociations sur le programme nucléaire iranien de 2003 à 2015. C'est vraiment, et la France qui possède les meilleurs spécialistes de la lutte contre la prolifération nucléaire au monde, avec les États-Unis. Et donc c'est un petit peu notre histoire aussi, le nucléaire iranien. Et puis on a des intérêts. Aujourd'hui, on donne l'impression de s'en désolidariser totalement. On a des intérêts économiques et on a des intérêts aussi, effectivement, pour tout ce qui est, les réseaux dormants du régime islamique, ils sont aussi en France, ils sont en Europe. Et puis le Liban, pays qui nous est très cher, s'il est dans cet état-là, et si on a aussi cette telle impuissance, c'est aussi à cause de l'Iran, par Hezbollah. Donc en fait, donc on devrait normalement avoir un rôle à jouer, mais comment ? Mais quel rôle jouer quand la partie qui est en cours aujourd'hui est une guerre ouverte qu'on ne peut pas rejoindre, qui a été déclenchée sans nous demander notre avis, et dont les objectifs changent avec Donald Trump de semaine en semaine. C'est pas possible. On aurait dû pouvoir être impliqué dans les enjeux que ça concerne, mais la méthode a fait que on reste sur la touche forcément. C'est ce que... On reste sur la touche, oui, on se met aussi sur la touche. C'est pas notre guerre. Ça l'est quand même en théorie, mais de facto, on n'est pas dedans. Et effectivement, il faut sans doute pas s'en mêler. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est notre problème, mais c'est pas notre guerre. C'est notre problème, mais c'est pas notre guerre. C'est notre problème parce que le nucléaire iranien, c'est notre problème parce que les missiles arrivent là où on ne pensait pas qu'ils arrivent, c'est notre problème parce qu'il y a des tas de proxys qui peuvent aussi nous toucher, c'est notre problème à cause du cyber, c'est notre problème à cause de tas de choses. Mais donc on se retrouve exclu de la solution à notre problème parce que ça n'est pas notre guerre. Parce que le modus operandi choisi par Trump, qui était on va tout casser et en 48 heures c'est terminé, on se rend compte que ça va pas très bien. Des économistes ironisaient il y a 2-3 jours sur il reste plus que 0% de capacité iranienne, mais ces 0% font quand même encore pas mal de dégâts. Voilà, on sait qu'ils sont à terme, ils ont quand même une capacité de nuisance qui est quand même non négligeable. Tous les pays du Golfe s'en rendent compte quotidiennement. Il y a une capacité d'escalade qui est encore pas intacte évidemment, mais qui est quand même assez considérable. Et donc nous, on n'a pas envie de se prendre des conséquences là-dessus. Alix Frangel. Je suis d'accord que la question du nucléaire iranien est évidemment un sujet pour les Européens. C'est la loi de la géopolitique, ça nous impacte et impactera forcément. Mais si on revient à juin 2025, Donald Trump nous avait dit que les capacités nucléaires iraniennes avaient été neutralisées. Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, l'a réitéré récemment, ce qui a justement été un peu... Non mais le nucléaire, c'est le balistique, c'est le nucléaire au sens général. Voilà, mais du coup, la volonté de ne pas vouloir s'engager militairement, c'est parce que, encore une fois, les objectifs ne sont pas clairs. C'est quoi pour l'administration Trump ? C'est quoi pour Donald Trump ? C'est de démontrer la puissance militaire américaine. Pourquoi participer à cela ? Est-ce que c'est du coup le scénario parfait de réplica du modèle vénézuélien pour pouvoir rapatrier ou en tout cas promettre le rapatriement de ressources aux Américains ? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt pour les Européens. Ou... Oui, tout à fait.
Ouais. C'est un réplica les du modèle Américains sont déjà vénézuélien. les premiers producteurs de pétrole au monde. Ils n'ont pas vraiment besoin de pétrole. On peut dire la même chose pour le Il y a Venezuela. un objectif quand même Isabelle américain Lasserre. depuis, et même Trump a quand même depuis très longtemps un objectif en Ukraine qui est de mettre fin au programme nucléaire et balistique de l'Iran. C'est pour ça qu'en 2018, il a quitté l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA. C'est parce qu'il le trouvait trop mou et parce que cet accord n'incluait pas la déstabilisation régionale par les proxys et le programme balistique. Donc ça, c'est un objectif qu'il a depuis le début. L'accord dont vous parlez, il a fallu 12 ans et 139 pages pour le mettre au point. Ce que je veux dire, c'est que il propose une solution négociée en 5 jours. Le nucléaire, c'est un objet. Ça, il a des objectifs mouvants, notamment notamment sur la chute de régime. Un coup, il dit aux opposants, je vais vous aider, attendez-moi, l'aide arrive. Et puis le jour d'après, il s'en fiche complètement. Mais sur le nucléaire, c'est un objectif de Donald Trump. Oui. Mais est-ce qu'on peut attendre là? Il y a un ultimatum qui expire vendredi prochain, c'est-à-dire dans un ultimatum de 5 jours. Est-ce qu'il est raisonnable d'envisager une solution négociée dans ce délai? Il faut demander à Arnaud. Arnaud C'est gentil. Après un ultimatum de 48 heures, pour libérer des détroit d'Ormuz. Je crois assez peu à un accord en bonne et due forme, parfaitement paraphé. Je crois plus, je vous le disais tout à l'heure, à quelque chose d'assez évolutif, avec des signaux peut-être de changement au sein du régime iranien, un changement peut-être un peu cosmétique ou voilà, de dynamique interne, qui laisserait entendre qu'ils sont prêts à certains accommodements, et puis surtout la volonté de Trump de sortir de ce conflit, aussi pour des raisons économiques. Et donc, un trophée quand même, par exemple. Je pense que le trophée, encore une fois, d'uranium enrichi ou... Moi, je pense que le trophée, encore une fois, et on revient à votre question initiale, moi, je pense que le trophée, il peut continuer à... Il peut le reformuler, le trophée. Il peut ressortir la tête de Ramenei en disant, regardez, il peut nous ressortir des images de Natanz ou de Sfordos en disant, on a retapé les sites nucléaires, puis cette fois, je peux vous dire qu'ils ont été bien détruits. Ce qu'il nous avait déjà dit au mois de juin. Donc, encore une fois, ce qui me frappe, moi, dans chacune de ces crises, c'est la capacité de Trump... grâce à la vérité qu'il énonce, en vérité avec plein de guillemets, à passer d'une crise à une autre. Et donc, s'il veut clore ce chapitre iranien, alors après, ça dépendra des Iraniens eux-mêmes, est-ce qu'ils veulent le clore ou pas, ça sera intéressant de voir. Mais si jamais, parce que ça peut les arranger aussi qu'il y ait une baisse d'intensité du conflit pour souffler et puis se reconstituer à la fois les bases du régime et puis leur stock de munitions ou autres, on peut arriver à cette sortie de crise en eau de boudin, sans accord formel, sans accord spectaculaire, mais avec une baisse d'intensité progressive qui fait que chacun estime à bon droit qu'il a rempli son objectif et sauvé la face. C'est une hypothèse possible. C'est pas le scénario forcément le plus probable, mais ça peut être une sortie de crise possible. Il faut voir exactement ce que les Iraniens, en tout cas tout en haut, ont à gagner d'une forme de retrait total, partiel ou moins cosmétique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question du trophée. On a toujours un trophée vis-à-vis d'un public. Et ce public, c'est les Américains. Les Américains, en gros, il y a 3 camps. Il y a les MAGA qui, de toute façon, pensent que Trump est formidable, quoi qu'il fasse, et donc qu'il a gagné, quel que soit le scénario. Les démocrates qui pensent que, de toute façon, c'est une crapule, qu'il n'a pas gagné, quel que soit le scénario. Et tous ceux qui sont qui sont les plus importants, en fait, qui sont un petit peu entre deux, dont beaucoup ont voté pour lui en 2024 parce que le prix des œufs, quand même, et puis Biden était trop vieux. Et donc, Trump, c'était lui qui allait faire baisser les prix. Et là, on se rend compte que, trophée ou pas, Natanz, la tête, etc., tant que le prix de l'essence à la pompe reste cher et qu'il y a des gens qui collent des autocollants Trump, I did this, c'est moi qui ai fait ça, il peut sortir tous les narratifs qu'il veut, les gens vont voir que sous Trump, l'essence est plus chère. Dans les sondages. Non, et il s'effondre depuis 41,6%. Ah oui, il s'effondre depuis des années, mais il reste toujours à 40%. C'est formidable comme effondrement. Je crois que ça ferait beaucoup de jaloux dans pas mal de pays. Donc, en revanche, quand on regarde catégorie par catégorie, il est devenu négatif dans absolument toutes les catégories, y compris très symboliquement la sécurité à la frontière. L'économie et tout ce qui est sécurité et immigration, ça restait quand même ces chasses gardées où les républicains historiquement sont devant les démocrates, où Trump est quand même très bien placé. Là, non, il est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus d'opposition que d'approbation, y compris sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'Iran, mais il y a une capacité d'entraînement, et c'est ça qui est important également, c'est que là où il était censé rester fort quoi qu'il arrive, il commence à s'effriter. Mais pour vous, il est sous pression interne ? Oui, à cause des coûts induits par la guerre.
et notamment le prix de l'essence. Oui, Alix Frangel-Alves, là-dessus. Vous Il voyez Trump sous pression interne. Vous pensez que c'est un des moteurs de sa démarche actuelle vis-à-vis, dans la recherche, par exemple, d'une solution négociée? L'opinion publique est un facteur extrêmement important pour Trump, évidemment les marchés aussi. On voit, les derniers sondages, plus de 90% de la population américaine sont pour que les États-Unis mettent fin à ce conflit le plus rapidement possible. Et en même temps, près de 70% qui veut que les États-Unis réduisent à néant, neutralisent les capacités, les moyens iraniens de nuire à d'autres pays. Il y a les midterms effectivement qui arrivent. Un peu plus loin, il y a les élections présidentielles de 2028. Et avec cette polarisation politique, on voit évidemment ce fossé entre MAGA et pas MAGA grandissant. Sa base électorale le soutient à 80% sur cette guerre. Ce qui est intéressant, c'est la posture de J.D. Vance, le vice-président, qui reste qu'on n'entend pas assez silencieux sur cette guerre en Iran. Très gêné. Bien sûr, et c'est là, je pense qu'on voit quelque chose aussi d'intéressant. Enfin, cette guerre confirme quelque chose d'intéressant, qui est cette distinction croissante entre le Trumpisme et donc la définition que Trump veut donner à America First, sa doctrine Amérique d'abord, à MAGA, et le mouvement MAGA lui-même, qui est très hétérogène et qui compte J.D. Vance, Marco Rubio, Stephen Miller, et que certainement, dans les coulisses, cette distinction va se faire de plus en plus, et c'est aussi pour ça que J.D. Vance reste aligné, évidemment, publiquement sur la position de Donald Trump, mais ne dit pas clairement vive cette guerre au Moyen-Orient, cette intervention militaire américaine. Il y a énormément de tweets qui ont refait surface de J.D. Vance, de Trump, des tweets anciens, de Tulsi Gabbard sur le non-interventionnisme et le non-interventionnisme en Iran, qui sont quand même très gênants. Alors Vance, lui, il se met dans sa position de vice-président, donc il travaille pour son patron et il met en sommeil ses positions à lui, parce que c'est Trump qui a raison. On voit ça dans l'administration Trump, un petit peu tout le monde se met au diapason du patron. On voit qu'il y a une différence entre la base MAGA elle-même, c'est-à-dire les anonymes qui suivent, les influenceurs qui sont très divisés, voire hostiles, et l'administration qui suit le patron et qui essaye de pas trop parler. Vance ressortira de sa boîte quand il s'agira de blâmer les Européens. Voilà. Parce que si jamais ça tourne mal, on pourra toujours dire que c'est la faute des autres qui n'ont pas manifesté leur solidarité, comme il commence à le dire sur Hormuz. Et donc ça, pour Vance, je pense que ça sera aussi un moyen de reprendre pied dans cette affaire sur laquelle on l'a pas beaucoup entendu, parce que sur l'Iran, il est très mal à l'aise, mais quand il s'agira de blâmer les Européens, il sera en première ligne, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un effet de miroir entre les jeux de rôle que vous décrivez au sein de l'administration américaine et finalement les jeux de rôle que vous décrivez chez les 27, chez les membres de l'Union européenne. Est-ce qu'on a atteint une sorte d'étal qui vous fait penser que la relation transatlantique va se poursuivre sous Trump, un peu sur ce rythme-là, d'une crise à l'autre, les Européens jouant chacun leur partition, légèrement différente du voisin? Oui, c'est assez juste, parce qu'il y a le temps qui joue. C'est-à-dire que autant il y a quelques mois, quand vraiment on était au summum, au paroxysme de la crise, donc on a eu les tarifs douaniers et puis l'affaire du Groenland surtout, qui a vraiment cristallisé, parce que là c'était vraiment une confrontation directe Europe-États-Unis, on a pu penser qu'on avait atteint un point de rupture. Et je ne vais pas dire que certains même l'espéraient, mais en tout cas on pouvait penser qu'on était dans un point de bascule ou de rupture dans les relations transatlantiques. Ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on entend aujourd'hui aussi dans les capitales européennes, c'est le côté, bon, allez, finalement on est presque à mi-mandat, le plus dur est peut-être passé, et puis on va continuer. Parce que c'est ce qui s'est passé sous Trump 1. Sous Trump 1, il y a eu un effet de sidération les 6 premiers mois, qui avait amené Mme Merkel à dire on ne peut plus compter sur l'allié américain, ce qui dans la bouche d'une chancelière allemande comme Merkel était un truc ahurissant, parce que c'était un changement, une révolution au sens littéral du terme, sur le plan intellectuel. Eh bien, on avait ça pendant les 6 premiers mois, puis après, tout le monde s'en est accommodé, parce que tout le monde est allé faire son petit bout d'accord bilatéral à Washington, tout le monde a dit, comme on parlait tout à l'heure des différentes personnalités, vous inquiétez pas, moi je sais comment prendre Trump pour mitiger les effets de la politique américaine néfaste sur mon propre pays, et donc chacun a joué sa partition, puis on s'en est accommodé, puis ça a duré 4 ans, puis ouf, de soulagement, il est parti. Et puis là, on commence à entendre, moi je vous jure que c'est vrai, la semaine dernière, dans des couloirs bruxellois où j'étais, j'ai entendu des gens me dire bon, on va pas tout remettre en cause parce que finalement on est presque à mi-mandat, il y a encore
il y a encore quelques mois, parce qu'il y a les mi-termes, il sera peut-être affaibli après. Donc il y a toujours ce sentiment que c'est un mauvais moment à passer. Et donc effectivement, on va continuer d'avoir une gamme de réactions au coup de boutoir de Trump, une gamme de réactions assez variée en Europe. Et je ne crois pas qu'on trouvera une unité dans la fermeté face à Trump. On aura toujours des gens qui vont essayer d'accommoder Trump en se disant que ça ne va pas durer longtemps, que c'est pas si grave que ça, qu'eux sont peut-être à l'écart des conséquences. Vous avez nos amis polonais qui ont des élections l'année prochaine très importantes, comme nous en France, mais qui ont encore près de 10 000 soldats américains stationnés chez eux, pour lesquels c'est très important. Donc attention, l'allié américain, il ne faut pas se le mettre à dos. Chacun a de bonnes raisons, tel qu'il les vend à son opinion publique, ou par rapport à sa propre histoire, chacun a de bonnes raisons d'essayer d'éviter à tout prix le point de rupture. On a vu le chancelier Merz aller à Washington dire si vous ne vous entendez pas avec l'UE, au moins entendez-vous avec nous, absolument. l'Allemagne. Le jeu bilatéral est-ce que c'est pertinent d'aborder Trump 2 comme Trump 1 d'une certaine manière? Non, il y a une grosse différence, c'est que Trump 1 était quand même relativement canalisé par ce qu'on a appelé vulgairement les adultes dans la pièce. Et il a dit énormément de choses, il en a fait beaucoup moins, et il y en a encore moins qui ont subsisté. Et ça, c'est vraiment le triptyque qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Ouais. Cette fois, il est beaucoup plus libre. Il est affranchi de ces espèces de contrepoids internes. Il s'est entouré de gens qui sont hyper loyaux, qui le confirment dans ses biais. Et on l'a vu, par exemple, sur l'intervention en Iran. Il y a quelques voix qui ont dit ça risque de coincer, ça va être compliqué. Ouais. Et il a décidé d'y aller. Ouais. Il commence d'ailleurs à accuser son ministre de la Défense, de la guerre, d'avoir été un peu trop enthousiaste au début, alors que le chef d'état-major Dan Kane a clairement mis en garde sur l'impact. Ce qui vient d'être dit est très très juste, et comme vous interrogiez sur les Européens, je rebondis là-dessus parce que c'est exactement ça. Trump 1, les Européens, quand Trump sortait une outrance, ils allaient voir Pompeo et Mattis, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et le secrétaire à la Défense, qui étaient les adultes dans la pièce, et qui calmaient tout le monde, et puis qui étaient les cordes de rappel. Aujourd'hui, les Européens, ils n'ont plus personne parce que tout le monde est aligné sur Trump, et donc ils essayent de trouver désespérément, et c'est pour ça que vous voyez, suite au Groenland, aux affaires vénézuéliennes ou sur l'Iran, donc on cherche à tout prix, côté européen, à qui on va pouvoir parler chez Trump pour trouver quelqu'un de raisonnable. Alors c'est Rubio qui fait office de ça. Alors allez, Rubio, il est quand même plus cérébré, c'est mieux que Vance, donc voilà. Mais en fait, à l'arrivée, ça change pas grand-chose, parce que c'est quand même Trump aujourd'hui qui est désinhibé et qui a parfaitement compris qu'il avait été bridé par sa propre administration lors du premier mandat, et qui a fait le ménage. Il y a un sentiment d'inaccompli. Il a beaucoup rongé son frein, et à la suite de son premier mandat, il a beaucoup regretté de ne pas avoir lancé la troupe sur les manifestants, de ne pas avoir fait un certain nombre de choses, et il y a beaucoup de regrets. Et c'est pour ça qu'il a aussi ce sentiment de revanche dans le deuxième mandat, et il est entouré de gens qui le feraient presque passer pour un modéré. Pete Hegseth à la défense, maintenant à la guerre, qui a envie d'en découdre comme c'est pas possible. Rubio qui est très interventionniste, mais Vance qui n'est pas du tout, au contraire, mais qui déteste les Européens. Donc pour les Européens, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. Mais ça explique, Alix Fangel-Alves, que Trump 2 a réussi à faire peur quand même de nouveau aux Européens, alors que il croyait avoir pris la mesure de Trump 1. Mais on a senti quand même au début du mandat une vraie peur, une vraie panique des Européens. Et puis aujourd'hui, elle est en train de se calmer, quoi. On se dit, on va vivre avec ça. Mais, effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que Trump 1 n'était pas une parenthèse, Trump 2 n'est pas une parenthèse non plus, il est d'autant plus consolidé. Marco Rubio comme interlocuteur de choix, c'est intéressant, surtout si on reprend aussi son discours à la Munich Security Conference, conférence pour la sécurité à Munich, où beaucoup d'Européens se sentaient... 2025. C'était en février 2026. Il faisait le contrepoids de Vance l'année dernière. Il était censé faire le contrepoids. On s'attendait à ce qu'il fasse le contrepoids de J.D. Vance, qui avait des paroles assez agressives vis-à-vis des Européens. En fait, la seule différence, c'était dans le ton, où Marco Rubio était simplement plus conciliant, mais dans la substance, rien n'a changé. Il a vraiment repris ce qui a été écrit dans la stratégie nationale de sécurité nationale, qui est ce discours civilisationnel. Je crois qu'il a mentionné le terme civilisation 12 fois.
fois durant son discours. Il a pourtant une standing ovation quand même à la fin de ce discours, alors qu'il y a il me semble que c'est le chancelier allemand qui a parlé de cela, qui a parlé de cette extension des guerres culturelles américaines en Europe. Rubio a réitéré cela, ce qui reste tout autant inquiétant pour les Européens. Il nous reste 40 secondes. Est-ce que vous pensez les uns et les autres que Trump, finalement, aide les Européens à grandir ou pas, Isabelle Lasserre? On verra dans 10 ans la réponse, mais... Dans 10 ans le travail est... Je ne sais pas si cette émission aura survécu. Non, le réveil est en partie fait, mais il reste insuffisant. Laurie Kenton. Il pose le sujet sur la table. Ouais. Ça ne va pas forcément se concrétiser, mais au moins il nous force à nous interroger. Arnaud Dangean, le mot de la fin. Oui, incontestablement. L'effet Trump est sans doute ce qu'il y a de plus puissant pour réveiller les Européens. Jusqu'où va aller ce réveil et sur quoi ça va déboucher, ça c'est une autre affaire. Excellente question, merci à vous quatre de vos lumières sur ces sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.